Joseph Tchouktchang Pouemi, Monnaie, servitude et liberté. FMI. Fonds de misère instantanée. Le FMI devient une institution inopérante, presque formelle. Ses décisions sont adoptées par les grands pays avec une totale inattention à l'égard des pays du tiers-monde. Les débats du comité intérimaire sont entièrement des matières de protocole, sans signification aucune. Le président de la Banque du Pérou a tort. Le FMI est bel et bien opérant. Il est un fonds de misère instantanée. Selon cette pancarte qu'exhibaient des manifestants devant le quartier général du fonds en avril 1979, protestant contre un crédit accordé au gouvernement du général Somoza, président du Nicaragua. Il apparaît de plus en plus que l'issue des changes flottants est incertaine et que si, prenant conscience de leur faiblesse, les pays sous-développés étaient aussi solidaires sur le front monétaire qu'ils tentent de l'être sur le front commercial, personne ne pourrait dire où déboucherait le désordre actuel. Le FMI veille. Sans doute y a-t-il un comité de 20 auquel est associé le tiers-monde. L'Afrique aussi, sans doute y a-t-il des Africains au conseil d'administration, sans doute y a-t-il un groupe consultatif de ministres africains des Finances qui, à l'occasion des réunions annuelles, et même entre-temps, exprime des vœux. Mais tout cela reste fondamentalement dérisoire, sans intérêt. Dans leur essence, les questions monétaires échappent significativement au tiers-monde, totalement à l'Afrique. La réforme, qui n'en est pas une, se fait sans elle, contre elle. La poudre aux yeux. Écartons d'abord rapidement les dispositions marginales prises en association avec la réforme du système monétaire international, pour venir en aide au tiers-monde. Il y en a principalement 4. Le financement compensatoire, il y a pour objet d'étendre l'assistance financière que le fonds accorde aux pays membres, premièrement aux pays de production première, dont la balance de paiement subit le contre-coup des recettes d'exportation. Ces pays peuvent alors effectuer un tirage sur le fonds pour compenser la moins-value de leurs exportations, à condition que le fonds ait pu s'assurer que cette moins-value est de courte durée et indépendante dans une large mesure de la volonté du pays membre et que celui-ci coopérera avec le fonds pour trouver des solutions appropriées pour résoudre ces difficultés de paiement. Où trouver les solutions appropriées aux difficultés indépendantes de cette volonté? Le FMI a ses remèdes stéréotypés, invariables. Réduisez les dépenses publiques, limitez le crédit, ne subventionnez pas les entreprises nationalisées, fussent-elles à coût fixe, important. À vocation plus économique que financière. D'évaluer, comprenez, les recettes d'exportation ont baissé, le marché mondial vous a été défavorable. Acceptez parce que la science économique du sous-développement a démontré que les productions primaires auxquelles la nature vous a destiné doivent subir des fluctuations et réduisez votre bien-être en commençant par des fluctuations, par réprimer la production, puisqu'on sait par ailleurs qu'une difficulté de balance de paiement est due, selon la théorie monétariste du fonds, à un excès de dépenses internes. Que c'est technique. Le financement des stocks régulateurs. Son but est d'aider à financer les contributions à la constitution des stocks régulateurs lorsque les pays membres, aux prises avec des difficultés de paiement, participent à de tels arrangements dans le cadre d'accords sur les produits de base et répondent à des critères appropriés tels que les principes des relations intergouvernementales définis par les Nations Unies pour les accords internationaux sur les produits de base. Est-ce parce que les pays sont aux prises avec les difficultés de balance de paiement qu'ils contribuent au financement des stocks régulateurs, ou parce que, participant à ce financement, les pays se trouvent par ailleurs en difficulté?
il faut préciser, car dans la première alternative, les contributions constituent en elles-mêmes la recherche d'une solution à ces difficultés. Lui ajouter des conditions d'éligibilité, coopérer avec le FMI pour résoudre les problèmes comme dans le cas précédent, c'est alourdir un fardeau déjà bien lourd. Dans le deuxième cas, on écarte du financement compensatoire ceux qui n'ont pas de difficultés de paiement, mais participent à la régulation des stocks. Ce n'est pas le meilleur moyen d'unir les membres de l'accord. Le compte de subvention. Pour les années 74-75, le FMI a mis sur pied une technique destinée à aider ses membres qui souffriraient de renchérissement du prix du pétrole. À cet effet, il a emprunté 6,9 milliards de DTS à 17 pays pour les reprêter. C'est le mécanisme pétrolier. Un compte de subvention était ouvert aux pays les plus gravement touchés, permettant de réduire la charge des intérêts payables au titre du mécanisme pétrolier pour 1975. Quelques 18 pays ont bénéficié du compte. Nous sommes ici devant un exemple d'une formule plus large pour contourner les conséquences de la hausse du prix du pétrole qu'on a appelé recyclage. Le recyclage consiste à empêcher les pétrodollars de sortir du système bancaire international, clos lui aussi. Sans le recyclage, les pétrodollars se seraient investis directement dans les entreprises occidentales ou du tiers-monde, exerçant une concurrence dangereuse dans les firmes multinationales. Il ne le fallait pas. On les a recyclés, c'est-à-dire empruntés aux Arabes pour les reprêter. C'était plus conforme à la structuration de la propriété du capital dans le monde. On a déplacé le problème qui n'était pas de charité. Il était de respecter la liberté des mouvements des capitaux. Le recyclage l'a contrarié. Le fonds fiduciaire. Lorsqu'à Kingston, à la Jamaïque, on officialise l'échange flottant et démonétise l'or en 1974. Le FMI a dans ses coffres 150 millions d'onces d'or. Qu'en faire puisque l'or n'est plus un instrument de réserve? On décide d'en vendre 50 millions sur 4 ans, les 100 autres restant provisoirement au fond. Sur les 50 millions, 25 seront vendus au prix de 35 $ l'once aux membres, proportionnellement à leur quota, ce qui revient à leur rétrocéder leur sixième de leur dépôt d'or. Les 25 restants seront vendus aux enchères publiques. Le profit, la différence entre le prix de vente et 35 $, sera transféré, partie automatiquement aux membres, partie à un fonds fiduciaire qui servira à faire des prêts dans des conditions avantageuses aux pays du tiers-monde. Tout cela paraît savant et généreux. Reste la question de fond. Pourquoi avoir décidé de vendre l'or monétaire au prix du marché à un moment précis? Tout au long des années 60, le prix de l'or avait été l'objet d'âpres discussions. Le professeur Ruff demandait qu'il fût révisé en hausse pour permettre le retour de l'étalon or. Le général de Gaulle n'a pas cessé de répéter que l'étalon de change or était absurde et croyant que le plan Ruff aboutirait, s'est engagé dans la conversion des réserves en dollars de la France en or. La résistance américaine a prévalu. On pouvait s'y attendre. Tout tournait autour de l'occasion à saisir pour réévaluer l'or, chacun cherchant à en avoir au maximum à la date de la réévaluation. Décider de vendre l'or à un moment où son prix sur le marché libre, soigneusement orienté, monte régulièrement, c'est donner une surprime à ceux qui ont, à ce moment précis, la plus grande quote-part. C'est toujours la même chose, le rapport de force, le rapport des forces. Et que dire de ceux qui ont librement choisi de détenir leurs réserves non
sous forme d'or, mais de monnaie clé, de biens vides. L'Afrique a beau produire de l'or. Ce sont quand même les développés par construction qui en bénéficieront. Revenons au rôle proprement policier du FMI. Il se résume en un mot, la conditionnalité.